Au sommaire des ateliers d'IFTM, le transport aérien touché de plein fouet par la crise de la Covid. Comment le secteur tente aujourd'hui de redécoller? Dans quelle mesure et à quelle échéance le trafic aérien va-t-il à nouveau retrouver sa vitesse de croisière? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Iznik et ses invités. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la Web TV du site internet de l'IFTM. La pandémie a plongé le transport aérien dans une crise cataclysmique et les grandes compagnies continuent de perdre des millions d'euros chaque jour. Comment les compagnies françaises comptent-elles sortir de ce marasme? Comment imaginent-elles leur avenir? C'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, à mon extrême gauche, ça lui va bien, Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes et de French Bee. Bonjour Marc. Bonjour. À ma gauche également Pascal de Izaguirre, président directeur général de Corsair. Bonjour Pascal. Bonjour. Et puis enfin à ma droite, Zoran Jelkic, directeur général France d'Air France KLM. Bonjour Zoran. Bonjour François-Xavier. On perd pas de temps et on ouvre tout de suite notre première rubrique, la phrase du jour. Alors vous la lisez avec moi, les livres d'histoire retiendront 2020 comme la pire année financière pour le secteur. C'est Alexandre de Juniac, président de IATA, qui a prononcé cette phrase récemment. Pascal de Izaguirre, les chiffres sont vertigineux pour le transport aérien. 100 milliards d'euros de pertes, un trafic en baisse de 66%. Pour Corsair, soyons clairs, le vent du boulet est passé tout près, avant que l'État et un groupe d'investisseurs antillais ne viennent au secours de la compagnie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Pascal, que Corsair est sauvé? Écoutez, j'espère pouvoir dire cela. Alors, oui, parce que effectivement, nous avons bouclé un plan de financement d'environ 300 millions d'euros, avec effectivement un nouveau tour de table, donc de nouveaux investisseurs qui sont entrés au capital, qui sont des chefs d'entreprise privés, qui sont des collectivités territoriales, et donc qui peuvent nous apporter aussi beaucoup de synergies, beaucoup de business additionnel. Un gros travail a été fait aussi en matière de restructuration interne pour remettre à niveau les coûts de la compagnie, la base de compétitivité, augmenter la productivité. Donc on a très fortement réduit la masse salariale. Bon, on est en cours, on en reparlera certainement, de modernisation et de renouvellement de la flotte. Bon, maintenant, soyons clairs. On parle de l'année 2020, mais l'année 2021 ne s'annonce pas très bonne non plus. Et on voit bien que autant nous avons subi un choc absolument extraordinaire en 2020, bon, là, on se prépare à une année qui paraît très, très mauvaise. Alors évidemment, on n'était pas particulièrement optimiste parce qu'il y a une telle incertitude sur le contexte sanitaire, mais enfin là, on voit bien qu'on est replongé très fortement. Oui, tout à fait. On en reparlera. Zoran Jelkic, des pertes de 7 milliards pour le groupe Air France KLM en 2020, un chiffre d'affaires en chute de près de 60%, une recapitalisation en discussion à Bruxelles. Anne Rigail, la directrice générale de la compagnie, a déclaré en janvier au journal La Tribune « Air France n'est pas immortel ». Est-ce que, Zoran, c'est une forme d'avertissement ? Alors effectivement, les chiffres, François-Xavier, parlent d'eux-mêmes. Ils sont astronomiques. Donc une année noire pour le transport aérien et pour le groupe Air France KLM. On a eu, c'est vrai qu'au pire de la crise, on a opéré même pas 5% de notre programme. Aujourd'hui, on est plutôt, sur le premier trimestre, on est plutôt aux alentours de 40% d'activité. Et aujourd'hui, ce qui nous permet un petit peu de nous maintenir, si j'ose dire, un peu à flot, c'est qu'on dispose de quelques atouts, notamment quelques poches de trafic résilientes. Donc, notamment, il y a le réseau domestique qui est reparti, il y a l'Afrique. Bon, les DOM jusqu'à il n'y a pas si longtemps, avant que les nouvelles restrictions se mettent en place, je pense qu'on y reviendra. Et puis on a aussi, et ça a été la bonne surprise depuis le début de cette crise, un secteur qui se porte très bien, aussi pour des raisons évidentes que je ne développerai pas, mais le cargo, qui nous permet justement de maintenir à peu près 50% de l'offre long courrier et justement d'offrir à notre base de clients des destinations, même si on a réduit énormément les fréquences. Donc, voilà. Mais sinon, effectivement, la reprise risque d'être assez longue, plus longue que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, on a appris hier, je crois d'ailleurs, que le cargo, le fret aérien avait retrouvé les niveaux de 2019, donc c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle pour les compagnies.
Marc Rochet, le groupe maritime CMA-CGM devait entrer au capital d'Air Caraïbes et de French Bee. Finalement, ça ne s'est pas fait. On imagine que le coup est rude à encaisser, d'autant que, contrairement à vos concurrents qui sont ici, vous n'êtes pas aidés, vous, par l'État. On n'est pas aidés du tout de la même façon. Et c'est exact que Air Caraïbes, French Bee, filiales du groupe Dubreuil, sont des entreprises privées, probablement les seules dans le transport aérien, en tout cas long courrier, et que nous avions cherché à renforcer nos fonds propres au travers de cet accord. C'était, je le crois, un bon accord. Bon, des fiançailles qui n'aboutissent pas à des mariages, il y en a beaucoup. Nous continuons à discuter avec CMA-CGM sur d'autres sujets, en particulier celui que tu viens d'évoquer, à savoir le cargo. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je dirais que notre groupe, par sa solidité, par l'engagement de ses actionnaires, par les performances passées, est capable de traverser d'abord derrière nous l'année 2020, puisque nous sommes toujours là, que nous continuons à investir, on va encore recevoir de nouveaux avions cette année, et que par la performance des entreprises, on est capable de traverser ce troisième choc. Alors espérons, et je formule des vœux pour nous, mais pour tout le monde, qu'on traversera celui-ci rapidement, que l'été nous permettra de refaire en quelque sorte un parcours avec nos clients, nos passagers, vers nos destinations, et puis que tout ça sera, comme l'a dit Alexandre de Juniac, certes une année extrêmement difficile, la plus grave crise financière qu'a connue le transport aérien, mais je suis sûr aussi que le transport aérien s'en sortira. Les gens ont tellement envie, besoin de voyager, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui seront présents lorsque nos avions rouvriront toutes les routes qui sont aujourd'hui faiblement desservies ou pas du tout desservies. Oui, on en reparlera en effet. Concrètement, alors, quelle est la photographie du transport aérien en cette fin de premier trimestre 2021 ? On ouvre notre deuxième rubrique en chiffres. Alors, vous les voyez s'afficher à l'écran, 33 à 38%, c'est le trafic aérien mondial en 2021 par rapport à 2019, en tout cas selon IATA, 38% étant le scénario le plus optimiste. Alors IATA a même revu à la baisse, d'ailleurs, ses prévisions initiales. La faute, évidemment, à un premier trimestre catastrophique avec un nouveau pic épidémique. Pascal de Isaguirre, depuis le 29 janvier, le gouvernement a décidé d'une quasi-interdiction des voyages. Vous avez réduit vos capacités à quel niveau et votre trafic s'établit à quel niveau aussi par rapport à la même période en 2019 ? Oui, donc il faut d'abord rappeler qu'à la fin de l'année 2020, pour les congés, janvier avait été assez performant. Comme l'a dit Zoran, on voit bien que les lignes département d'outre-mer sont assez résilientes. Février s'engageait bien. Bon, puis là, il faut reconnaître que les motifs impérieux, l'objectif affiché par les autorités est très clair, c'est de se traduire par un effondrement du transport aérien. De ce côté-là, le but est complètement atteint. Donc nous, on considère qu'en environ 75% de diminution. Donc on a ajusté nos capacités parce que la préoccupation, évidemment, c'est de maintenir des vols avec une marge sur coût variable qui est positive, effectivement aidée par le fret, puisqu'on prend en considération le fret. Et c'est vrai que sur les premiers mois de l'exercice 2021, en fait, le chiffre d'affaires cargo de Corsair est supérieur à ce qu'il était aux 4 mois de l'année précédente, malgré une forte baisse des capacités. Donc c'est vous dire à quel point il y a eu un renchérissement des tarifs du cargo. Bon, nous, on considère on a fait une croix sur le mois de février et le mois de mars, puisque je ne vois pas les motifs impérieux disparaître d'ici à la fin du mois de mars. Donc l'interrogation, c'est que non seulement durant cette période, nous avons un trafic extrêmement réduit, mais il n'y a pas de booking, ou très très peu. Et donc, c'est quand est-ce qu'on va sortir de cette crise ? Et là, il faut reconnaître que lorsqu'on interroge les autorités, nous n'avons aucune précision, aucune information. Donc, voilà, jusqu'à quand l'impact de la crise actuelle va se proroger ? C'est la grande question. Oui, ça, c'est la grande question, Zoran, évidemment. Et puis, on voit que sur le trafic affaires, notamment, puisque Air France est évidemment plus orienté affaires que nos amis de Corsair ou Air Caraïbes, pardon. Le trafic affaires est atone dans les agences de voyage d'affaires, les fameuses TMC. Elles évaluent le trafic aujourd'hui à 10-15%. C'est très, très peu aujourd'hui.
Alors indéniablement, l'impact de cette crise sur le trafic affaires est de loin le plus fort. Hein. Voilà. Et on l'a vu, le segment loisirs, ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, à repartir assez vite dès que les contraintes se desserrent. Sur le segment corporate, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est vrai que nos clients corporate aussi apprennent à travailler différemment. Donc ils ont recours beaucoup à donc tout ce qui est digital. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, le principal problème sur ce segment-là, ce sont les restrictions. Et les restrictions, notamment sur le segment affaires. Et juste pour l'illustrer un petit peu en chiffres, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement peut-être un petit peu plus que les chiffres que vous évoquiez là, juste à l'instant, plutôt aux alentours, une moyenne aux alentours de 20% d'activité sur le corporate, mais sur le domestique, là où il y a moins de contraintes, c'est un peu au-dessus. Alors c'est pas non plus, on n'est pas au niveau, on n'est pas revenu au niveau d'antan, mais disons qu'aujourd'hui le principal frein, c'est ces restrictions. Bien sûr les mesures sanitaires, mais sur lesquelles nous on a fait beaucoup de choses, enfin d'autres compagnies, pour rassurer nos clients. Je pense que c'est devenu comme la sécurité des vols, une préoccupation majeure pour eux, et donc on fait en sorte de les accompagner pour justement que ce segment puisse repartir dès que possible. Marc Rochet, vous en êtes où, vous, de votre trafic et des capacités aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, à court terme, on a maintenu à peu près un tiers de nos capacités. Je rejoins ce qu'a dit Pascal, à savoir que des compagnies qui sont très proches et très attentives à leur situation financière, à leur cash, nous ne volons que si effectivement notre marge sur coût variable est positive. Je doute que ce soit le cas de tout le monde, je le dis franchement. Ça représente à peu près, donc un tiers de l'offre maintenue par rapport à 2019, ça représente à peu près un quart des passagers, donc il y a un petit gap. C'est le cargo qui fait la différence, puisque on a une grosse flotte d'A350, c'est des gros porteurs de fret. Comme il y a une demande de fret, surtout sur les destinations de l'outre-mer, ça marche pas trop mal, mais c'est pas le Pérou non plus, soyons clairs. Cette clientèle aujourd'hui résiduelle, c'est que des motivations personnelles, strictement familiales, motifs impérieux. Bon, il n'y a pas de trafic business, la clientèle affaires et tout ce qui tourne autour de l'affaire n'est pas présente. Je rejoins aussi ce qui a été dit, nous on ne voit rien de se dessiner sur mars est déjà derrière nous, malheureusement. Avril, probablement aussi. Mais juin, on ne voit rien se manifester. Par contre, on est en train de reprendre des bookings pour l'été. Donc, cette clientèle familiale, la clientèle dite VFR, Visit Free and Relative, pas de touristes encore, c'est trop tôt. Il leur faut 2 mois et demi pour se positionner. Pas de trafic à faire. Donc voilà à peu près comment ça se présente aujourd'hui pour Air Caraïbes et pour French Bee. On va reparler de cette reprise à venir. Alors évidemment, l'une des conditions de la reprise, c'est ce fameux certificat sanitaire, passeport sanitaire. Alors la grande nouvelle, c'est l'annonce faite il y a quelques jours par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui affirmait travailler sur un Digital Green Pass afin de permettre aux Européens de se déplacer en toute sécurité au sein de l'Union européenne pour le travail ou le tourisme. Pascal de Isaguirre, on imagine que vous accueillez ça favorablement, cette initiative de passeport vert. Moi, je suis un fervent partisan des certificats sanitaires dématérialisés et au-delà du passeport vaccinal, parce que je vais vous dire, je pense que c'est une condition indispensable pour la reprise du trafic aérien. Il n'y aura pas de reprise du trafic aérien sans un univers normalisé, standardisé sur le plan sanitaire. Et bien sûr, j'accueille ça de façon très très positive, mais surtout, je voudrais que l'Union européenne et les diverses autorités nationales accélèrent, parce que là, comme pour tout, on est quand même en retard. Alors, Corsair fait partie des compagnies, comme Air France d'ailleurs et comme Air Caraïbes, qui mettent en place un certificat sanitaire avec l'initiative AOCA Pass, sur la base de la technologie blockchain. Je pense que c'est un premier pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait très vite un standard international, parce on sait bien qu'on est dans une industrie totalement mondialisée sur la base d'interactions, et donc il ne s'agit pas que ce soit une autorité nationale, une compagnie qui prenne une initiative
personnel. Tout cela doit s'insérer dans un cadre qui doit être clair, transparent, et je pense que nos voyageurs ont besoin de savoir dans quel cadre ils vont voyager, mais pour moi, c'est inévitable. Oui, c'est ça, hein, Zoran Jelkic, Pascal de Izaguirre disait il faut que ça aille un peu plus vite. Or, la présidente de l'Union européenne a précisé que le travail préparatif à ce passeport sanitaire prendrait au moins 3 mois, hein, ce qui fait que ça pourrait être un peu juste pour l'été là, qui vient. C'est un peu long, oui, c'est vrai. On aimerait bien, comme l'a dit Pascal, que ça soit accéléré. Alors justement, c'est ce qu'on fait aussi. Hein. Donc on prend des initiatives. Donc, alors nous, on est aussi sur la même solution. Hein. Ça démarre là d'ici quelques jours, le 11 mars, sur 2 lignes, hein, au CAPAS. IATA travaille aussi sur Travel Pass, hein, une autre solution. Nous, on est pour vraiment la digitalisation et la standardisation, parce qu'effectivement, ça va être vraiment un peu le moteur de la reprise. Pour autant, bon, on a eu des moments de reprise en 2020 sans ces certificats. Et bon, voilà, si on n'est pas totalement prêt, en tout cas, nous, on sera prêt en termes de capacité pour répondre à la demande, parce que nous, on s'attend à ce que la demande, et ça, je veux insister là-dessus, sur en tout cas, le segment loisir, hein, l'appétence pour le voyage est bien là et est intacte. Oui, ça, on en reparlera. Marc Rochet, le passeport sanitaire, c'est la solution pour vous, pas le choix, il faut en passer par là? Bien sûr. Ouais. Toutes les compagnies, je pense, ont le même point de vue. Depuis le début, nous tenons cette position. On avait pris des initiatives sur Orly pour faire des tests avant l'embarquement et autres. Mais pourquoi c'est la seule solution, contrairement d'ailleurs à certaines positions politiques difficilement compréhensibles? 3 raisons. La première, c'est l'authentification de tous les documents qui seront maintenant nécessaires pour voyager. Documents de santé, documents de motifs et autres. Donc l'authentification de ces documents, qui aujourd'hui est un vrai problème. Il y a des fraudes. Des faux tests PCR, je peux vous dire qu'il en circule malheureusement beaucoup. Deuxième raison, c'est la simplicité. Les gens s'y retrouvent plus. Les mesures sont complexes, elles sont variables selon les régions. Bon, Pascal a parlé d'une harmonisation internationale. Nous, on est plutôt une compagnie française sur des destinations françaises. Déjà, si en France et en Europe, on faisait la même chose, ce serait déjà un immense progrès. Et le reste du monde, on verra plus tard. Donc, authentification, simplicité et dernier point, lisibilité. Parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est compliqué, mais c'est illisible. Le formulaire pour la Réunion, c'est pas le même formulaire que pour la Guadeloupe, qui est lui-même pas conforme aux règles de Tahiti, puisque ce sont des routes que nous desservons. Et donc, à chaque fois, les gens sont perdus. Donc, authentifier, simplifier, rendre lisible. Ça me semble tellement évident que il n'y a pas de raison d'attendre 3 mois pour faire tout ça. Et je pense que là, on voit bien le poids des superstructures étatiques qui font que de rajouter problème sur problème pour faire des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Donc allons-y, et vite. Alors on va essayer justement de se projeter là, sur les semaines et les mois qui viennent, tenter de savoir à quoi va ressembler cette année 2021. C'est notre 3e rubrique. Demain, quelle reprise ? Alors Pascal de Izaguirre, vous êtes une compagnie aérienne plutôt orientée tourisme. Il y a un phénomène qu'on appelle aujourd'hui le revenge travel, qui signifie que les gens auront accumulé tellement de frustration pendant ces longs mois qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de voyager. Vous y croyez, vous, à ça ? Est-ce que vous avez un calendrier de reprise qui en tient compte ? Avec quelle capacité vous allez pouvoir remettre ? Alors, le calendrier de reprise, je suis en train de le revoir malheureusement en le décalant dans le temps, parce que nous espérions une reprise pour le mois d'avril, qui est une période de congé scolaire. Bon, je ne vous cache pas que malheureusement, nous ne voyons rien venir. Donc de toute façon, tant que les autorités n'auront pas annoncé la réouverture, la suppression des motifs impérieux, soyons clairs, personne ne va voyager. Et donc ça vaut aussi notamment pour les départements d'outre-mer, dont on ne comprend pas, d'ailleurs, je le souligne, qu'ils soient traités sur le même pied d'égalité que n'importe quelle destination internationale, alors que nous sommes sur le territoire français. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est qu'avril, mai, juin, je vois les perspectives de reprise s'éloigner. En revanche, allez, on va dire, je reste encore assez optimiste sur une forte reprise du trafic pour juillet, août, septembre. Alors, je ne suis pas devin, mais ce que je vois, c'est qu'en discutant avec mes amis, avec les personnes de mon réseau, etc., tout le monde en a ras-le-bol. Et que, si vous voulez, toute cette crise, elle commence à influer négativement sur le
psychisme des gens. Ne plus aller au restaurant, ne plus aller au cinéma, ne plus aller au musée, ne plus pouvoir voir des amis, etc. Et ne plus pouvoir voyager, qui est quand même une composante essentielle de la vie humaine et une composante plaisir. Donc, je pense effectivement que lorsque les vannes vont s'ouvrir à nouveau, il y aura une soif de voyage, de frustration à combler. Et donc, on peut espérer effectivement que des destinations comme celle de Corsair, notamment des destinations très touristiques, bénéficieront de cette soif qui n'aura pas été assouvie durant de très longs mois. Marc Rochet, la Banque de France a estimé l'épargne supplémentaire des Français pendant la pandémie à 200 milliards d'euros. C'est une grosse somme. Est-ce que, à votre avis, le tourisme va profiter de cette manne ? Et vous, quel est votre calendrier de reprise, votre scénario de reprise ? Notre scénario de reprise, il est basé sur ce que nous avons déjà vécu. Revenons à des faits précis. L'année dernière, pratiquement à la même période, à quelques semaines près, on rentrait dans le premier confinement, qui a été suivi donc d'un premier déconfinement, celui de l'été 2020. Et à l'été 2020, on a vu toutes les destinations et toutes les clientèles à motivation personnelle, familiale, les étudiants, les toutes petites entreprises, tout ça c'est reparti très vite. Mais, deux choses l'été 2020, pas de touristes, très peu de touristes sur les routes que nous connaissons, et deuxièmement, pas de clientèle à faire. Donc ça a été l'expérience numéro 1. Puis, malheureusement, deuxième choc, celui de l'automne, avec un déconfinement assez tardif, un discours du président Macron quasiment à 15 jours de Noël. Et là, ça a été dit tout à l'heure, décembre, à nouveau le même phénomène, donc celui-ci se reproduira. Toutes les clientèles, à vocation personnelle, VFR et tout, ça repart très vite, ça repart en 15 jours. Moi, je me rappelle avoir débloqué la situation chez Air Caraïbes et chez French Bee le 15 décembre. Le 16, on remettait des vols supplémentaires pour le 27 décembre. Donc, c'est très, très rapide. Et ce coup-ci, on a vu arriver les touristes. Donc, par exemple, la République dominicaine est repartie. En janvier, la République dominicaine a fait de très bons chiffres. Les Antilles ont fait de très bons chiffres. Même Tahiti avait commencé à réaccrocher. Et pourtant, c'est un petit peu compliqué puisqu'on ne peut pas passer par les États-Unis. Donc, on voit bien, réponse immédiate des clientèles familiales, réponse des touristes 1 mois et demi après. Affaire, on ne voit pas encore. Donc, on pense qu'il va se passer la même chose cette fois-ci. Donc, on s'y prépare. On est en train de monter nos programmes pour ça. Je suis d'accord avec ce qui a été dit autour de la table. Avril et mai, on l'a dit tout à l'heure, on peut oublier. En plus, c'est des périodes creuses. Ce sera des périodes difficiles, y compris, il y a tout un tas de raisons qui font que ce n'est pas très pratique. Donc plutôt l'été. Nous, on se prépare pour un redémarrage vers le 15 juin. Bon, ceci dit... on n'en sait malheureusement pas grand-chose. Moi, je porte aussi beaucoup d'espoir, non pas dans le passeport vaccinal ou dans le formulaire d'un type ou de l'autre. Je pose quand même beaucoup d'espoir sur la vaccination. Je pense qu'à mi-juin, il y aura probablement, je l'espère, une bonne quinzaine de millions de Français, voire plus, de vaccinés. Ça va commencer à bouger. Déjà, 3,5 millions, 3,7 millions aujourd'hui, on voit que dans les EHPAD, ça se manifeste. Donc, le vaccin est efficace. Il faut parier sur le vaccin. Zoran Jelkic, le segment affaires est plus durement touché que le tourisme, on l'a dit. De nombreuses études anticipent une disparition, je dis bien une disparition, de 20 à 30% des voyages d'affaires, en raison notamment du boom de la visioconférence, des réductions budgétaires dues à la crise, des contraintes écologiques. Bref, est-ce que la reprise ne risque pas d'être plus longue pour le groupe Air France ? C'est quoi finalement, vous, votre calendrier ? Alors non, elle ne sera pas plus longue parce que je voudrais rappeler qu'on est quand même présent sur beaucoup de flux de trafic et notamment ceux qui repartent le plus vite, comme ça a été dit, les flux affinitaires, VFR, et avec notre réseau qui est très équilibré. Donc là aussi, on est très agile. En plus, cette crise nous a appris, les équipes font un travail formidable, à vraiment anticiper des rebonds de demande. Ça peut aller d'ailleurs même sur les DOM. Moi, je continue de rester un petit peu optimiste. Si jamais les motifs impérieux devaient s'assouplir, on serait capable très vite de remettre de la capacité. Ça, c'est sur les deux segments. En revanche, c'est vrai qu'on est sur ce segment affaires, effectivement, peut-être plus que d'autres exposés. Je voudrais juste aussi, là aussi, apporter une petite précision parce que souvent on confond motif affaires et voyage en classe avant.
Nous, quand on regarde les études donc à bord de nos avions, en fait, la moitié de nos clients à bord de nos avions dans les classes avant le font pour un motif qui n'est pas un motif à faire. Donc là aussi, c'est source pour nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on continue à investir sur tout ce qui est rétrofit d'avions, montée en gamme et autres. Maintenant, si on en vient effectivement au segment à faire, moi je pense que ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a la crise économique qui est là, ou qui va d'ailleurs arriver, donc elle n'a peut-être pas montré tous ses effets, donc il va réduire un peu avec des coupes budgétaires. Plus peut-être, oui, effectivement, certains voyages internes, notamment dans certaines sociétés, la réunion de 2 heures en Europe, effectivement, ça va être... effectivement, avoir un impact sur le segment affaires. Mais pour l'instant, toutes les analystes, mais bon, moi, je n'ai pas la boule de cristal non plus, nous disent un retour 2024 donc, pour tous les segments. Pascal de Izagirre, certains craignent une guerre des prix au moment de la reprise et le risque est visiblement très élevé. En tout cas, sur les dom-toms, vous allez vous mettre de la capacité. Air France a prévenu qu'ils allaient mettre aussi beaucoup de capacité. Est-ce que ça, c'est une crainte justifiée, cette guerre des prix à venir ? Écoutez, je crois effectivement que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure, tout simplement s'il y a une surcapacité excessive. Donc effectivement, si tout le monde veut remettre de la capacité, mais de façon excessive au global, après, vous savez, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. Le prix, ça n'est que la résultante d'un équilibre entre l'offre et la demande. Donc... je pense qu'il faudra que chacun soit raisonnable. Bon, sur les départements d'outre-mer... C'est un avertissement ? Non, ce n'est pas un avertissement, c'est un souhait. C'est un souhait. Moi, je ne fais aucun avertissement. Corsair s'adaptera de toute façon, quel que soit le contexte. Je dis simplement, j'espère que tout le monde aura à cœur d'assurer un redémarrage du trafic aérien dans des conditions économiques optimales. Moi, je me permets de dire qu'effectivement, je suis très soucieux, mes actionnaires aussi d'ailleurs, de mon équilibre d'exploitation, donc moi, je ne ferai pas n'importe quoi. Donc effectivement, ça me paraît assez primordial parce que je pense que dans le transport aérien, l'intérêt des transporteurs, c'est pas de faire croire aux passagers que l'on peut transporter pour des queues de cerises, si vous voulez, quelqu'un sur un vol long courrier. Voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder en tout. Donc, qu'il y ait la concurrence, qu'il y ait la compétition, qu'il y ait les périodes de basse saison, de haute saison, avec une variation des tarifs. Je rappelle quand même que si la reprise du trafic se fait à partir de la mi-juin, c'est ce qu'on appelle la période de pointe pour les compagnies aériennes, que les compagnies aériennes, en général, font l'essentiel de leurs résultats sur 2 mois de l'année, quand même, qui sont juillet et août, un peu décembre aussi, parce qu'en général, les autres mois sont déficitaires, ou du moins en tout cas, ne sont pas aussi fortement profitables. Et je rappelle, dernier point, que le prix du pétrole est en train de remonter très fortement, ce que personne n'attendait. Parce que si vous discutiez il y a encore quelques semaines avec tous les augures, les soi-disant experts du marché, on vous disait que finalement le marché reste assez anémié et personne ne s'attendait à une reprise aussi rapide. Donc $70, si en plus on a une guerre des prix qui se met sur la période de la pointe été où les compagnies aériennes doivent faire leurs résultats, à mon avis, ça ne va pas se traduire par des très bons résultats économiques pour les compagnies aériennes. Zoran Geltic, Air France a prévenu que sur les dom-toms, elle allait mettre le paquet, elle allait mettre des capacités. Est-ce que vous vous sentez visé par cet avertissement quand même de Pascal de Izagirre qui dit attention, on ne va pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi cet été au moment de la reprise? Alors on a mis sur l'hiver pas mal de capacités là, en décembre, à partir de septembre, octobre. Après, comme l'a dit Pascal aussi, on est dans un environnement concurrentiel, donc dans des logiques de marché. Donc on est aussi vigilant. Je voudrais aussi, Marc l'a dit, mais chez Air France aussi, on a une discipline de fer sur la gestion de la trésorerie et on surveille au quotidien nos marges sur coûts variables. Il ne s'agit pas déjà qu'on consomme du cash, mais d'en rajouter en faisant voler des avions qui ne couvriraient même pas leur marge sur coût variable. Je pense que ça, c'est un peu la limite, un peu l'exercice. Après, chacun des prix à attendre, mais une pression sur les prix, oui. Alors après, on rentre dans des périodes de pointe. Et moi, j'aurais plutôt tendance à penser que, vu que la demande, peut-être que les gens ne pourront pas aller sur beaucoup de destinations, donc s'il y a même un peu plus de demande sur les DOM cet été qu'il y en a d'habitude parce qu'on ne peut pas aller ailleurs, on peut imaginer au contraire que sur certaines périodes de pointe, les prix restent plutôt à ce qu'ils étaient, ou voire légèrement au-dessus, mais bon, ça, je ne peux pas. Marc Rochet,
petite réaction juste sur les prix, cette fameuse guerre des prix que certains anticipent? J'aime pas cette expression. D'abord, elle est guerrière. Je ne connais pas la guerre des prix, je connais le juste prix pour le client. Et ça, c'est important. Air Caraïbes et French Bee, le groupe Dubreuil, ont géré le transport aérien long courrier depuis 17 ans maintenant et on a quasiment gagné de l'argent tous les ans. Donc, on sait ce que c'est que de gérer un programme, on sait ce que c'est que de gérer l'attente des clients. Alors après, oui, il y a des phénomènes de sur-offre, il y a des phénomènes de rajout de capacité. Généralement, ça se paye très cher et très rapide dans les comptes. Je renverrai à certaines publications récentes. Il suffit de prendre une petite calculatrice ou même un petit crayon et de faire une règle de 3. Donc, je pense que cet été, s'il y a reprise, il y aura forcément aussi des prix plus bas. Pourquoi ? Parce que les clients vont vouloir revoyager. Les clientèles dont on en parlait ne sont pas les clientèles qui ont les revenus de voyage les plus élevés. Donc oui, les familles qui retournent dans les DOM, les étudiants qui ont besoin de voyager, les premiers touristes, il faudra leur faire des offres de prix qui soient compétitives et qui soient ce qu'ils attendent du marché. Donc il n'y a pas de raison d'utiliser des mots guerriers. Il y a la gestion des compagnies, il y a la gestion de leurs coûts, ce qui est un sujet de courage où il faut beaucoup d'énergie, et je peux dire qu'on s'y épuise parfois. Et puis, après, il y a le prix qui convient au client. Donc je préfère l'expression, les prix sont compatibles avec ce que le client attendra des compagnies aériennes, et en particulier des nôtres. Donc pas de guerre des prix, mais en tout cas une reprise par les prix. C'est pas l'expression. Voilà, mais en tout cas une reprise par les prix, on a bien compris, Marc. Marc, cette crise a marqué une rupture du contrat de confiance entre les consommateurs et les compagnies aériennes, avec des vols annulés, des milliards d'euros de billets non remboursés, en tout cas dans un premier temps. Encore aujourd'hui, vous avez des centaines de passagers qui cherchent désespérément à se faire rembourser, alors que c'est une obligation légale pour les compagnies. Et pour les agences de voyage qui faisaient face aux clients, cette période, rappelez-vous, a été un cauchemar. Quel bilan faites-vous très brièvement, Marc, de cet épisode et qui pourrait permettre un peu de partir peut-être sur de meilleures bases pour la reprise ? Au-delà de la communication sur ces sujets, qui est souvent un petit peu extrême, je fais les constats suivants. Premièrement, et je parle évidemment de notre environnement proche, je ne parle pas de toute la planète ou de certaines contrées exotiques, en tout cas pour les compagnies françaises, y compris celles qui sont autour de la table, les passagers qui se sont trouvés confrontés effectivement à ce tsunami. On n'avait jamais vu une telle onde de choc se propager sur le transport aérien. Onde de choc d'une intensité absolue, mais d'une rapidité foudroyante. Ça s'est arrêté en 3 semaines. Donc effectivement, on ne savait pas, on n'avait pas les moyens. Les call centers, les centres d'émission de billetterie et autres, géraient une telle avalanche de demandes. Ça s'est traduit par des avoirs, généralement d'une durée de vie de 12 mois. Et moi, je ne cherche pas à dire que le transport aérien a été honteux dans ce domaine. Je pense même que le transport aérien a quasiment... Il n'a pas été vertueux non plus. Il n'a pas été vertueux, mais pas, moins qu'on le dit, en tout cas dans l'exagération. Et aujourd'hui, les compagnies aériennes, soit laissent leurs clients utiliser leur savoir, soit les repoussent, soit les remboursent. J'en dirais pas autant de la distribution et des intermédiaires. Et en particulier, je vais être cash, les OLTA sont injoignables en matière de remboursement. Si vous êtes passager d'une OLTA aujourd'hui et que vous cherchez à vous faire rembourser, abonné absent, il n'y a personne au téléphone, tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Et ça, on a oublié de le dire avant. Donc voilà la vision que j'ai de ce sujet-là. Ce que je veux préciser aussi, c'est que, in fine, quand vous regardez en Europe, je parle bien encore une fois de notre monde à nous, on peut tout, des compagnies qui ont fait défaut, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des compagnies qui ont fait défaut. Dans les grandes compagnies, il n'y en a pas au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a des soubresauts. Il y a Flybe en Angleterre qui vient de passer à côté. Il y a Norwegian. Mais ce sont des cas très particuliers. Et donc, la plupart, et en tout cas, je me porte là au même niveau qu'Air France ou Corsair ou même d'autres compagnies françaises, Air Austral, Air Tahiti Nui et tout, on rembourse nos clients quand ils veulent les rembourser. Alors qu'on ait été lent, qu'on n'ait pas été très bon. Oui, mais la réglementation ne nous a pas aidés parce que la réglementation n'a pas voulu s'adapter à cette crise exceptionnelle. Et là, l'Europe a une lourde responsabilité. Alors, ce n'est évidemment pas le point de vue des associations de consommateurs. Mais on discutait avec elles. Preuve à l'appui. Pascal de Izaguirre, la reprise pour Corsair, ce sera avec un nouveau positionnement très recentré sur les dom-toms, c'est bien ça ?
Oui, alors c'est une composante ultramarine qui sera très forte, hein, effectivement, puisque de toute façon, notre actionnaire maintenant est très majoritairement ultramarin. Vous l'avez compris, en plus avec des collectivités territoriales. Hein. Donc l'objectif, bien entendu, c'est de renforcer notre empreinte sur les marchés, notamment réunionnais et antillais. Hein. L'objectif, c'est d'arriver en période de pointe à 2 vols quotidiens sur chacune des 3 grandes destinations, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et La Réunion. Nous y serons aidés, évidemment, par le gros effort que nous faisons aussi pour le renouvellement de la flotte, hein, puisque je tiens à dire que à la fin de ce mois-ci, déjà, nous allons toucher notre premier Néo. Donc c'est aussi un signe de confiance placé par Corsair et ses actionnaires dans l'avenir, hein, puisque les livraisons d'avions neufs ont été maintenues et nous allons recevoir 3 avions neufs fin mars, fin avril et fin mai, le 4e Néo en décembre et le 5e Néo en avril 2022, qui fait qu'à cet âge-là, à cette époque-là, nous aurons un âge moyen de la flotte de 5 ans, ce qui sera tout à fait remarquable. On sait bien, là, le Néo est un appareil bien mieux positionné pour desservir l'océan Indien, donc bien entendu, on va voir le renforcement de cet ancrage ultramarin. Ce qui ne signifie pas qu'on va se détourner de destinations internationales que nous opérons, comme Montréal sur une base saisonnière durant l'été, ou la Côte d'Ivoire, là par exemple. Voilà. Elles seront maintenues, hein, elles sont maintenues et nous en sommes très satisfaits. D'accord. Marc Rochet, ça bouge, hein, on le voit sur les dom-toms. Est-ce que vous allez devoir adapter le positionnement d'Air Caraïbes? Et puis pour French Bee, est-ce que cette crise sonne un peu le glas de ce qu'on appelle le low-cost long courrier? Sur le fond, on est engagé avec Jean-Paul Dubreuil dans le renouvellement de la flotte à la fois d'Air Caraïbes et de French Bee autour de la 350, le 900 et le 1000, qui sont les appareils à la plus haute pointure technologique, équivalent du 787. Nous en avons 8 en opération, on en a 4 qui arrivent dans les 18 mois qui viennent. Et on continuera à garder des 330 qui sont d'excellents appareils, mais clairement, on réduit aussi notre empreinte écologique. On en reparlera. Les avions les plus anciens, on cherche à s'en débarrasser. Donc, on gardera une force de frappe puissante. Et je pense que la 350, en tout cas des retours clientèle, il y a les chiffres, il y a l'écologie, et puis il y a ce que les clients disent. Les retours clientèle sont absolument excellents sur cet avion, par son confort, son altitude cabine et tout un tas de sujets techniques. Deuxième question que tu as posée, c'est est-ce que ça sonne le glas du long courrier low cost? Alors là, je ne crois pas du tout, et je crois même à l'inverse. Alors évidemment, on va nous citer Norwegian et tout. On oublie qu'une chose, parce que Norwegian, vous pouvez vous en douter, notamment parce qu'on va ouvrir New York dès que M. Biden et M. Macron, s'ils nous l'acceptent, nous permettront de le faire avant l'été. On nous a souvent cité le cas de Norwegian. Norwegian était une compagnie, taux de croissance absolument incontrôlé. J'achète des avions à tour de bras uniquement parce que j'ai l'impression, c'est toujours bon pour l'ego, que si je vais chez Boeing ou chez Airbus, je suis bien traité quand je rentre dans les bureaux. Deuxième raison, c'est un réseau totalement dispersé, non synchronisé, non focalisé. Et troisièmement, c'était pas une compagnie low cost. Pourquoi? Parce que quand on est une compagnie low cost, on ne fait pas voler en même temps des 737, des A320, des 787. La multiplication du nombre d'avions dans une flotte, c'est une multiplication des coûts. French Bee n'utilise qu'un seul avion, l'A350, point. Et je pense qu'avec ces coûts-là et sa flexibilité, on est capable de démontrer, et d'ailleurs on l'avait démontré avant la crise, c'est une compagnie quand même French Bee qui a été profitable dès la 3e année, dès son 3e exercice. Donc j'y crois beaucoup. Pas de remise en question, en tout cas, du modèle. Zoran Jelkic, l'une des clés de la reprise pour Air France, c'est la montée en puissance de Transavia, qui doit pallier le déficit chronique de la compagnie sur le court et moyen courrier. Est-ce que le salut d'Air France passera donc par le low cost, alors que la compagnie n'a cessé d'affirmer son positionnement premium, pardon. Il n'y a pas là un paradoxe entre low cost d'un côté, positionnement premium de l'autre? Non, il n'y a pas du tout de paradoxe. Il y a une réalité en fait, de marché, parce que ce qui se passe sur le domestique, en dépit des nombreux
projet de restructuration depuis des années, en fait, il y a une réalité qui s'impose à nous, malheureusement, c'est que c'est le principal foyer de perte. Donc le réseau domestique sur le marché français, donc 200 millions d'euros en 2019, avant la crise. Et en fait, la crise de Covid ne fait qu'accélérer cette transition qui devient urgente. Pourquoi ? Encore une fois, le marché, on est coincé sur ce marché entre, d'un côté, un concurrent redoutable, on n'en parle pas toujours, mais le TGV est un redoutable low cost, et puis bien sûr les low cost qui commencent à pénétrer depuis quelques années à ce marché. Donc on a pris le sujet à bras-le-corps, donc l'équipe de direction, et on est en train de déployer Transavia. Tout ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'en revanche, on ne veut pas dévoyer le modèle. C'est-à-dire que Transavia reste bien sur son positionnement de low cost, c'est un pur player, Marc l'a dit, une seule flotte, des coûts vraiment comparables à ceux d'EasyJet. Donc, et on n'a pas voulu, comme on a peut-être un peu par le passé fait, apporter de confusion aux clients. C'est-à-dire que c'est l'expérience client, d'ailleurs avec des très bons NPS sur Transavia. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de code share non plus sur Transavia. Et effectivement, c'est en revanche, c'est vrai qu'Air France, quand on regarde sur le réseau domestique, va rester quand même sur les routes un peu phares, notamment les navettes, où là, d'ailleurs, il y a beaucoup de trafic sur lequel on résiste encore grâce aux fréquences, grâce à la fluidité, grâce aux produits navettes depuis des années. Et contrairement à Hop, pas de commission résiduelle pour les agents de voyage sur Transavia. Ça, c'est une belle illustration de ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire que, parce que le risque, ce serait une erreur vraiment stratégique, là, de commencer à dévoyer un peu le modèle de Transavia, et donc, dont les low cost aujourd'hui ne rémunèrent pas, et Transavia ne rémunère pas la distribution, et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas mis le code share aussi, c'est aussi pour des raisons de coût. D'accord. Alors on va tenter pour conclure, de voir un peu plus loin, de se pencher sur quelques tendances à plus long terme. C'est notre 4e et dernière rubrique, le monde d'après. Pascal de Izagirre, ça avait commencé avant la crise, mais ça s'est accentué avec la pandémie. Le transport aérien se retrouve au centre des critiques pour son impact sur le réchauffement climatique. Craignez-vous que ce climat pèse sur la reprise et que les Français prennent à l'avenir moins l'avion qu'avant pour des raisons purement écologiques ? Alors, moi, je ferai une différence entre deux horizons de temps. Un horizon à très court terme qui sera celui où, à nouveau, les frontières vont s'ouvrir, où les gens vont pouvoir voyager. Compte tenu de ce que nous disions précédemment, c'est-à-dire cette accumulation d'envie, de frustration, je pense que les gens vont vouloir voyager, ils ne vont pas se retenir ou se priver de voyager pour des raisons environnementalistes. En revanche, dans un deuxième temps, il me semble effectivement qu'à nouveau, la pression va s'accentuer. Bon, on va dire que cette pression, elle a diminué parce que le trafic s'est effondré. Donc, de facto, effectivement, il n'y a plus la même urgence, la même acuité à ce problème. Mais à mon avis, on va très vite constater que dès que le transport aérien va recommencer à connaître une croissance forte, à nouveau, ces préoccupations environnementalistes, elles vont revenir au premier plan. Alors, ça voudra dire pour les compagnies aériennes, évidemment, beaucoup d'efforts en matière, comme je disais, c'est ce que fait Corsair, de modernisation de la flotte, parce que là, je pense que tout le monde sera très vigilant. D'ailleurs, non seulement, si vous voulez, les passagers, mais je pense également l'environnement des autorités, des aéroports, etc. Il y aura une pénalisation des flottes les plus anciennes. Je pense que ça fait peser aussi une responsabilité sur les autorités, parce que ça n'est pas qu'aux compagnies aériennes à consentir des efforts. Je rappelle quand même que toute la filière aéronautique, les motoristes, les constructeurs aéronautiques, si on veut développer des solutions telles que l'hydrogène, tout ça, c'est un degré de complexité très très élevé. C'est bien beau de dire qu'on veut développer les biocarburants, encore faut-il que les gouvernements mettent en place des stratégies adaptées pour inciter les compagnies aériennes à recourir à ces biocarburants. Il y a un rôle très important des États en matière de fiscalité, diminuons les taxes sur les biocarburants, incitons les compagnies à avoir des mécanismes d'accélération de la modernisation de la flotte, mais je pense en effet qu'il y aura une volonté. Alors cette volonté, elle s'exprimera d'une part dans les catégories les plus jeunes de la population, qui sont les plus militantes, effectivement, encore que j'attends de voir, parce que vous savez ce que c'est qu'il y a les bons sentiments, puis il y a le fait de renoncer à un week-end avec des copains à Ibiza. Bon, donc ça, on verra à quel degré ça va s'implanter. En revanche, je pense que sur les entreprises, effectivement, les entreprises qui sont de plus en plus, notamment les grandes entreprises, qui sont de plus en plus concernées par leur responsabilité sociétale et environnementale, là, je pense qu'effectivement, il y aura une inflexion
assez forte à la baisse sur le trafic affaires notamment. Mais ça, c'est pas Corsair qui est le plus concerné par ce sujet. Voilà. Oui, Zoran Jelkik, l'annulation de l'extension de l'aéroport de Roissy est un vrai signal, en tout cas, sur la façon dont est considéré l'avenir du transport aérien. Est-ce que ça vous inquiète ? Pascal disait en effet que sur le trafic affaires, ça pourrait avoir une vraie incidence. Alors oui, enfin ça peut avoir une incidence sur tout type de... puisque la conscience, elle est là, elle ne fait que s'accélérer, s'accentuer, je dirais, parce que nous, on travaille sur ces sujets depuis plus de 15 ans, et même avant la crise, on avait réaffirmé nos engagements en la matière. Nous, on pense que ça peut faire la différence dans le futur, donc ce positionnement, on a un positionnement clair là-dessus, avec des objectifs et des engagements très, très précis de diminution de 50% là, donc d'émissions CO2 aux passagers kilomètres transportés, sur l'horizon 2030 par rapport à une référence 2005. Et même sur le domestique, on va nettement plus loin, puisque comme vous le savez, sur le domestique, c'est une réduction de 50% des émissions en valeur absolue, 2024 versus 2019. Et on va plus loin, parce qu'on a décidé maintenant depuis un an d'absorber donc toutes les émissions du... Donc je pense que non, au contraire, ça c'est de nature à rassurer. Et on veut justement impliquer nos clients, donc soit individuels ou corporate, dans ces initiatives, au travers de 2 dispositifs, l'absorption. Donc aujourd'hui, vous êtes client d'Air France, même sur un motif loisir, et on en a beaucoup, des gens qui peuvent, au travers de notre outil calculateur CO2, absorber l'équivalent de ces émissions pour le déplacement à l'international. Pour les corporates, on va encore un peu plus loin, parce que là, on a vraiment on leur propose des programmes de captation, de séquestration de carbone, et aussi, on travaille beaucoup, et je terminerai là-dessus, sur le carburant d'aviation durable. Et là, on veut vraiment promouvoir une nouvelle filière, parce que ça existe dans d'autres pays, notamment en Hollande, aux États-Unis. Et là aussi, on demande et on a justement pas mal de bons retours de nos clients corporates qui souhaitent s'engager et investir avec nous au travers de cette nouvelle filière pour justement accompagner dans le temps, parce que ça peut se faire que dans le temps, en revanche, ça ne peut pas se faire de manière brutale, parce qu'il n'y a pas de solution techno tout de suite, mais accompagner dans le temps la transition écologique de ce mode de transport. Oui, ces fameux biocarburants dont on risque en effet d'entendre parler dans les prochaines années. Pour finir, Marc Rochet, on voit que EasyJet, Wizz Air, Ryanair s'en sortent plutôt mieux que les autres pendant cette crise. Est-ce que ces compagnies low cost seront, à votre avis, les grandes gagnantes du transport aérien post-Covid ? Alors, sur la réalité de ce qui vient de se passer, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de regarder, les publications commencent à sortir sur l'année 2020, ce taux qui est quand même très intéressant de combien je perds par rapport à mon chiffre d'affaires. Bon, clairement, il y a des compagnies qui perdent beaucoup, beaucoup d'argent pour des chiffres d'affaires partout en chute. Il y en a qui en perdent beaucoup moins, voire très peu. Et c'est vrai que les low cost s'en tirent plutôt bien. Je crois que ce n'est pas les compagnies low cost en tant que telles qui sont intéressantes. C'est quoi le transport aérien de demain, enfin vu modestement et avec beaucoup d'humilité par nous. C'est un transport aérien effectivement où, quoi qu'on en dise, il y aura une stimulation par le prix, parce que les gens auront besoin de prix plus bas. Et c'est un transport aérien qui aura besoin de flexibilité. Parce que quelque chose qu'on n'a pas évoqué autour de cette table, on ne pouvait pas couvrir tous les sujets, c'est qu'avant un billet pour aller dans une destination soleil à 8 heures de Paris, généralement ça s'achetait, je simplifie et je caricature un peu, ça s'achetait 6 mois avant. Aujourd'hui, ça s'achète 2 mois, voire 6 semaines avant. Ça veut dire qu'il va falloir être flexible, changer les avions, changer les rotations équipage. Sujet tabou dans beaucoup de compagnies, on ne touche pas à ça. Il faut garder le passé, il est tellement beau et magnifique que forcément, c'est plus facile que de regarder l'avenir. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution et que les low cost aujourd'hui, ou ceux qu'on appelle low cost, tout à l'heure a été cité, je le salue, l'exemple de Transavia, sont des compagnies qui savent abaisser leurs coûts de façon rationnelle, un seul type d'avion, le plus moderne possible, le plus efficace, un programme très mobile, j'en rajoute des vols, j'en enlève, et des prix compatibles avec ce que le client attend. Ces compagnies-là réussiront. Alors qu'on les appelle low cost, mot un peu galvaudé, ou qu'on les appelle ce qu'on voudra, c'est pas important. Ce qui compte, c'est lesquels tiendront ces paris, lesquels sauront se transformer et lesquels ne sauront pas le faire. Je fais le pari et le souhait qu'en France, position globale du transport aérien, elle n'est quand même pas très brillante par rapport à nos concurrents européens, voire à certains concurrents mondiaux. J'espère que la France rentrera les yeux tournés vers l'avenir dans ce débat. Au moment des assises du transport aérien, ça avait été un résultat extrêmement décevant.
très décevant. Donc, si possible, que les politiques s'en mêlent pas trop et qu'ils nous laissent regarder l'avenir. Je suis convaincu qu'entre nos clients et les professionnels des compagnies aériennes, on trouvera les bonnes solutions. Eh bien, c'est sur ce message, en tout cas optimiste, que nous allons clore cet épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie évidemment nos 3 intervenants. Merci à eux. Je remercie vous, les internautes, pour avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et puis, pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM, ainsi qu'à la newsletter, et puis on aura le plaisir de se retrouver physiquement du 5 au 8 octobre prochain sur le salon IFTM. On vous attend évidemment très nombreux. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.